Théâtre Lavoisier qui se remplit peu à peu pour la keynote de clôture. Merci à Jérôme Gauss d'être là pour assurer cette clôture cette année, pour cette clôture des 10e entretiens du cadre de ville. Jérôme Gauss, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine. C'est nouveau pour vous, c'était votre première rentrée il y a quelques semaines. Et c'est quelque chose, vous me disiez effectivement, quand on a échangé un petit peu en amont de ces entretiens, qui vous tenait particulièrement à cœur, ce désir de partager, de transmettre votre expérience passée et de la transmettre à une nouvelle génération d'architectes, d'urbanistes, d'aménageurs peut-être. Voilà, vous étiez auparavant, pendant très longtemps, sans revenir sur l'intégralité de votre carrière, mais pendant 10 ans, vous avez été le directeur général de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, la FAB, comme tout le monde l'appelle, qui est un petit peu le bras armé de la collectivité en matière d'aménagement, et période durant laquelle, effectivement, vous avez connu les réalités de terrain et vous avez essayé d'apporter peut-être pas mal d'innovation, d'expérimentation, de transformation des façons de faire la ville. Voilà, vous avez pu assister un petit peu à cette journée des entretiens. Vous nous direz si elle vous a inspiré, ce que vous en retenez. Mais je vais vous laisser la parole sans plus attendre pour cette keynote de clôture que vous avez voulu positive et engageante dans le contexte actuel d'incertitude. Voilà, merci. Merci Alexandre pour cette introduction. Donc j'avais l'impression d'être mort en fait et qu'on commençait à dire en fait tout ce que j'avais fait. Donc je précise, je suis bien vivant. Je ne suis pas une image IA ou autre. Je suis bien en face de vous. D'ailleurs, je vais démarrer par finalement ce que vous m'avez demandé, puisque là aussi, la commande évolue. Donc, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit est-ce que ça vous intéresse de parler à la fin de toute la journée cadre de ville. Évidemment, tout de suite, j'ai été honoré et surtout très flatté. Et donc, ça marche assez bien, en fait, la flatterie. Donc, j'ai dit oui. Ça me paraît vraiment pertinent. Et ensuite, vous m'avez dit bon, la journée, on va la passer sur la notion de risque et de crise. J'aurais peut-être dû, en fait, attendre avant de donner ma réponse. Mais ce que j'ai vu, en fait, et ce que j'ai entreaperçu, puisque je suis arrivé cet après-midi, m'a largement rassuré à la fois sur l'énergie et sur les envies, en fait, de transformer, de répondre et d'aborder l'ensemble des questions. Et les questions, effectivement, ne sont pas simples. Comme vous êtes tous fatigués, vous avez tous beaucoup réfléchi, beaucoup pensé, beaucoup projeté, sans doute pour certains aussi parlé. Je vais vous présenter en fait des images qui vont se succéder et je vais éviter de parler de technique et je vais plutôt parler un petit peu d'étymologie. Donc ça, c'est pour ceux qui rentrent et qui quittent Paris par le train et qui ont un certain temps de voyage. Donc ça va leur permettre en fait aussi d'y penser ou pas en fait. Je voulais revenir sur cette question de crise, crisis chez les Grecs. Je crois que c'est bien aussi de revenir en fait à l'étymologie, parce que quand on regarde d'où vient ce mot crise, les Grecs, en tout cas nous, on pourrait le traduire en grec ancien par décision. Et je crois en fait que revenir à la notion de crise par ce tropisme-là de la décision, je crois que c'est vraiment en fait revenir à ce moment décisif dans l'évolution d'un processus qui aujourd'hui est de plus en plus incertain, mais c'est aussi pour les Grecs un moment qui permet le diagnostic. Et donc parler de crise, c'est pas seulement en fait se dire on est en crise,
c'est aussi finalement dire c'est un moment important où je vais pouvoir poser un diagnostic. C'est un petit peu ce que disaient les médecins, notamment au 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai plein de citations grecques, d'abord parce que je trouve que ça fait chic, et puis ensuite, je pense que c'est important de revenir chez les Grecs. Mais cette histoire de crise, en fait, si vous regardez par rapport à un malade, crisis, ça désigne l'acné, en fait, dans la maladie, c'est-à-dire ce point crucial d'inflexion qui va se traduire par un changement brutal. En clair, en fait, changement brutal dans l'état du malade. Donc, vous survivez, vous mourrez. Voilà. Donc, l'alternative, quand même, est assez simple. Mais ça me paraît important puisque, toujours chez les Grecs, en fait, c'est le moment en fait, où tout peut arriver. Donc, le champ des possibles est largement ouvert. Donc, vous trépassez, vous survivez, vous revenez en pleine forme, etc. etc. Et ce terme en fait, de crise, on peut tout à fait, en fait, le relier à la question en fait, du kéros. Le kéros chez les Grecs, c'est cet instant très fulgurant en fait, où se dessine la victoire ou la défaite dans la guerre du Péloponnèse. Et ça me paraît là aussi intéressant de revenir à ces formes étymologiques. Bon, aujourd'hui, le mot crise est largement associé à l'indécision. Donc, vous voyez, en fait, de décision, on passe aujourd'hui au monde contemporain à l'indécision. Et de manière quand même beaucoup plus directe, on patauge un peu, en fait. Voilà. Donc, revenir en fait sur cette question de crise, avec cette indécision, donc indécision climatique, ça a été beaucoup rappelé dans les différents ateliers. Indécision économique, ça a aussi été rappelé. Et puis indécision sociale. Et donc, vous l'avez compris, en fait, l'indécision, c'est un état, la crise, c'est un moment, un instant. Et c'est ce qui nous distingue un petit peu, en fait, aménageurs, architectes, ingénieurs, tous ceux qui font du projet et de l'aménagement. Nous sommes aussi, en fait, souvent dans des moments. Bon, au passage, vous aurez noté la beauté de ce moment sur cette photo, entre l'irruption d'une femme dans un site de projet urbain, donc projet urbain réel, entre cet instant fulgurant et la promesse du projet urbain, la promesse d'un monde meilleur, sachant peut-être que le meilleur est sans doute déjà là, en fait. La crise, c'est aussi ce moment extraordinaire où, dans le même temps qu'une perturbation, surgissent les incertitudes. Donc là, l'analogie, elle est assez facile et je ne vais pas m'en priver, bien évidemment, avec les métiers de l'aménagement. Donc l'aménageur gère à la fois l'espace, et gère évidemment le temps et cherche à monétiser les deux. Donc on est toujours à chaque fois pétri et parfois contrit dans nos bilans d'aménagement. Et pourtant, en fait, nos repères se brouillent, nos boussoles s'affolent, parce que le plan ne se passe pas comme prévu. Donc j'ai aussi entendu beaucoup cet après-midi d'expressions autour de la planification et du retour de la planification. Effectivement, la planification est extrêmement importante, mais dans un monde incertain, sauvage et incertain, ça pose énormément de questions. Et finalement, sans doute faut-il revenir à une espèce de logique du flou qui nous permettrait de gérer les entre-deux, les interfaces, et de trouver sans doute aussi des chemins. En fait, là, ce que vous voyez sur l'image, évidemment, en fait, c'est une constellation de points, et pourtant, il y a une image qui se dessine. Et finalement, en fait, nos opérations, comme cette image, deviennent souvent floues, voire liquides. Et pour s'en sortir, peut-être qu'il va falloir faire appel un petit peu moins à la techné et un peu plus à la poétise. En tout cas, aujourd'hui, le constat est que ça ne marche plus. Alors, à nouveau, les Grecs, en fait, qu'est-ce que nous disent les Grecs ? Est-ce que nous risquons avec des constats, parce que j'ai entendu beaucoup de constats, il y avait tout à l'heure une intervention très pertinente du groupe de la Caisse des dépôts sur tout ce qui allait nous arriver en termes de chaleur, en termes d'intempéries, etc. etc. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment de tomber dans cette béance, c'est la traduction du chaos, comme disent les Grecs, mais les Grecs disent aussi que le chaos, c'est finalement une entrée grande ouverte. Et là encore, en fait, grande ouverte sur quoi ?
sur l'infini, sur le grand. Si vous écoutez bien ces notions, il y a aussi du positif en fait dans cette histoire de chaos. Alors chez nous aujourd'hui, le chaos, je fais attention à ce que je vais dire, donc chez nous c'est être plongé dans l'infini, voire même au-delà de l'infini. Et puis vous le savez, quand on a passé les bornes, il n'y a plus de limite, et ça c'est bien connu. Alors tout ça, est-ce grave, docteur? Oui, ça peut être grave, et je vous renvoie à ce qu'on appelle le kéros que j'ai évoqué tout à l'heure, cet instant sublime, vous savez, où vous lancez la pièce, et c'est face ou pile, et cet instant-là, c'est le moment où se décide la victoire ou la défaite. Alors, on essaie de résister. Donc ça, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer d'être robuste sans changer finalement mes dispositifs. Donc, on est dans la résilience, je vais consolider, résister et faire en sorte de ne pas changer. Ça peut ou ne pas fonctionner. Voilà. C'est difficile. Et puis on a bien vu à travers tous vos débats en fait que ces aléas et que ces risques se renforçaient et qu'il fallait bien évidemment pouvoir les intégrer. Alors d'ailleurs face à ce chaos, donc nous résistons. Alors quand je dis nous résistons, c'est citoyens, aménageurs, ingénieurs. Nous superposons, nous fluidifions, nous nous organisons. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Lorsque nous encaissons tous ces chocs, nous travaillons sur la question de la robustesse et donc nous restons les mêmes et nous produisons les mêmes choses. Alors comment dépasser ce même? Je fais une insiste parce que la photographie est assez sombre. Et puis moi, je dresse en ce moment un tableau qui est quand même un petit peu sombre. Mais l'insiste, c'est de vous dire, finalement, par exemple, dans les écoles d'architecture, quelles sont les questions que nous posent nos étudiants, ou en tout cas une partie des questions que nous posent nos étudiants. Les questions sont vraiment frontales, en fait. C'est au vu des nombreuses crises, faut-il toujours construire? Ce sont les questions qu'on se pose dans les écoles d'architecture. Vous rentrez dans une école pour faire de l'architecture, peut-être devenir architecte, et aujourd'hui, une partie de nos étudiants nous interroge sur ces questions-là. Alors évidemment, on fait des pas de côté, on fait un petit peu de sémantique, on explique qu'entre bâtir, qui veut dire ériger, et construire, qui veut dire faire avec, il y a tout un champ en fait, qu'il faut explorer, et faire avec, c'est quand même construire. Mais il n'empêche en fait, que ces questions sont fortes et nous secouent collectivement, enseignants, directeurs d'école, bien évidemment. Alors l'imprévu, ce que j'ai vu en fait dans le programme quand il y avait la crise, alors il n'y avait pas le mot chaos, celui-là je l'ai rajouté, mais je trouvais qu'il sonnait bien, et puis il y avait ces questions en fait de imprévu. Il faut sortir effectivement de la reproduction du même. Il faut en fait, si on reproduit toujours la même chose, je ne vois pas en fait les effets. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Sabine Barre, Grand Prix de l'urbanisme, où elle nous dit, mais en fait aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être rentré dans la transformation de vos modes de faire, mais le compte n'y est pas, vous êtes toujours en fait dans cette production datée. Alors je ne résiste pas non plus à une citation qui est issue d'un texte qui s'appelle « L'imprévu ou la science des objets trouvés ». Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc l'auteur s'appelle Monsieur Jacques et il dit quelque chose de très juste. Il dit « Il n'existera donc pour moi d'imprévu que s'il y a eu une prévision ». C'est une jolie lapalissade, mais à partir du moment où on ne prévoit pas, peut-être en fait qu'il n'y a pas d'imprévu et ça nous permet sans doute d'accueillir les événements sur nos projets de manière un petit peu différente. Alors il ne faut pas désespérer. Quand on voit en fait des transformations, c'est une photo qui a été prise sur un territoire commercial, 70 hectares de zones commerciales et qui tout doucement sont en train de renaître après plus d'une dizaine de travail sur site. On voit en fait que ces pionnières sont annonciatrices d'autres modes de faire et peut-être aussi de transformation. C'est aussi dire finalement que tout ce qui est imprévisible n'est plus une menace, notamment à contenir, à chercher à définir, mais une opportunité à saisir. Bon, la ville est évidemment donc loin d'être un objet figé, c'est un système vivant en perpétuelle évolution et nos métiers doivent intégrer systématiquement en fait, ces champs. C'est aussi en fait
cet imprévu nous pousse aussi à repenser nos modes d'interaction et de cohabitation et d'appropriation, notamment sur les espaces publics, mais bien plus largement. Et donc ça interroge fondamentalement toutes nos manières de faire, notamment en termes de planification statique, voire même prédictive, puisqu'il nous faudrait en fait des planifications et des visions adaptatives. Comment en fait, de manière itérative, je vais pouvoir réinterroger la question pour pouvoir transformer mes manières de faire, pour retrouver des espaces de flexibilité et d'être capable de s'adapter aux changements qui sont imprévus. Quand bien même on arrive à cartographier, je vous mets au défi de faire l'expérience à plus 4 degrés ou plus 6 degrés. Il y a un camion qui circule là, sur toute la France. Si vous avez l'occasion de le croiser, testez-le, c'est vraiment impressionnant et plutôt inquiétant. En fait, ce type d'approche, ça nous invite aussi à repenser donc, nos marges d'incertitude. Et plutôt que de viser à éliminer tous ces risques, il s'agit vraiment de l'intégrer dans cette logique. Ça veut dire aussi que ça réinterroge, ça a été fait un petit peu dans la table ronde d'ailleurs, avec notamment toutes les questions, j'ai trouvé ça assez passionnant, sur la transformation des stations de ski, qui est un sujet en fait qui a l'air comme ça connexe ou un peu pas de côté, et qui repose en fait toutes les questions que l'on doit se poser, à la fois sur une économie de territoire, une transformation des pratiques, et puis la question des usages, qui reste en fait fondamentale. On peut avoir les techniques, 20% de techniques, mais 80% d'usage. Donc comment on fait en fait pour travailler ces questions-là? Et donc nos espaces ne peuvent pas être seulement le fruit de décisions technocratiques, mais ça doit rester en fait des terrains d'expérimentation inattendus. J'en ai vu plein d'ailleurs cet après-midi, et ça c'est plutôt revigorant. En tout cas, j'espère que quand vous reprendrez vos trains ou vos métros, vous emporterez ces expérimentations avec vous, car elles sont des vraies promesses. Évidemment, il y a l'urbanisme transitoire, évidemment, il y a toutes les questions des tiers-lieux, tous ces objets en fait que l'on sait faire émerger mais que l'on ne sait pas faire vivre. C'est une question en fait là aussi. Au départ, donc l'urbanisme transitoire est une manière d'occuper un site avant le vrai projet, mais peut-être que finalement l'urbanisme transitoire est le vrai projet, et donc ça bouleverse nos visions économiques, nos visions en fait également démocratiques, qui décident de quoi, comment ça s'organise, et donc tous ces sujets-là sont sur la table pour pouvoir accueillir en fait cet imprévu et en faire quelque chose de largement positif. Une approche plus fluide, où finalement l'imprévisible devrait devenir une occasion de redéfinir les usages de la ville, et en fonction des besoins et des aspirations des citoyens, avec des collages et des situations urbaines ou rurales qui nécessitent là aussi un regard attentif et attentionné. En parallèle de ça, bien évidemment, en fait, l'imprévisible ouvre également des nouvelles voies pour l'innovation sociale. On parle beaucoup d'innovation technique, mais il faut avoir bien en tête en fait, que c'est d'abord l'innovation sociale qui va nous permettre de développer la technique. Et donc dans un monde de plus en plus interconnecté, sont souvent les situations, les initiatives citoyennes qui portent des solutions innovantes et durables. Encore faut-il que l'on déforme un petit peu nos cadres pour pouvoir accueillir ces transformations. Les habitants, évidemment, deviennent acteurs de la transformation de leur propre cadre de vie. Je vous le rappelle, 80% des usages impactent en fait la manière dont on utilise l'énergie. En clair, vous pouvez avoir un bâtiment particulièrement performant qui devrait vous éviter d'ailleurs d'ouvrir la fenêtre, mais si je suis claustrophobe ou si j'ai l'habitude d'ouvrir la fenêtre, j'ouvrirai la fenêtre. Et donc comment je fais en fait pour faire rentrer, non pas expliquer la modernité à des habitants, mais comment j'adapte en fait mes objets et mes projets et mes réponses aux besoins et aux réalités sociales. C'est un enjeu en fait assez fondamental, l'imprévu, puisque c'est aussi l'ouverture et la réouverture à l'imagination et à la participation collective. J'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est bien de le rappeler, y compris dans les journées de cadre de ville. Finalement, un projet dit souvent ce que ça doit être. Sans doute qu'un projet, aujourd'hui et encore plus demain, devrait dire plutôt ce qu'il faut pour ne pas empêcher, ce qu'il faut pour permettre aujourd'hui
et demain. Et donc, la via negativa, c'est vraiment la manière en fait de renverser la manière dont on travaille nos projets pour regarder plutôt comment je fais des objets qui n'empêchent pas en fait. Et donc cette manière de penser, elle est complexe, hein, puisqu'il faut penser en creux, mais c'est sans doute aussi la meilleure manière de tendre la main aux générations d'avant et aux générations futures, c'est de laisser la place et finalement en fait de revenir à des objets qui ne sont pas finis. C'est quelque chose, hein, le projet urbain fini, évidemment qu'on a un bilan économique et financier qu'on présente à nos financeurs et aux collectivités qui participent, mais il n'empêche en fait que des objets qui accepteraient de ne pas être totalement définis permettraient justement de pouvoir accueillir cet imprévu qui de toute façon va arriver. Ça implique aussi de réhabiliter le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur dans le projet urbain, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Ça veut dire que les projets urbains doivent aussi être l'objet de tests, d'expérimentations et d'ajustements successifs. Ça interroge vraiment en fait nos process. Comment aujourd'hui faire des projets urbains avec une réglementation qui date des années 60 à 70 ? On nous demande en fait de développer des objets urbains qui prévoient ou qui intègrent un certain nombre de données. Mais je vous rappelle en fait que nos outils datent des années 70, la ZAC c'est 68 je crois, et les lois foncières à peu près dans la même période. Et puis, viser une perfection est totalement illusoire. Nos objets urbains ne sont pas des perfections en soi, mais ils nécessitent en fait bien évidemment de s'améliorer, de s'amender et de se transformer. Et finalement en fait l'échec doit être perçu comme des étapes indispensables de l'évolution urbaine. On se trompe, on change, on adapte, on change à nouveau. Tout ça doit nous permettre en fait de construire des projets urbains plus justes, plus vivants et capables d'absorber des défis totalement imprévus. L'urbanisme de demain, c'est intégrer en fait cette nouvelle conception de l'imprévisible parce que c'est le moteur du changement, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait à la ville de rester vivante, ouverte et adaptable face à l'ensemble de nos défis. J'inclus également les défis sociaux. C'est parfois moins de matière et plus de services. C'est quoi l'espace public ? Qu'est-ce que je donne à voir ? Qu'est-ce que je donne à lire ? Les habitants de la presqu'île d'Ambarès, dans l'agglomération bordelaise, ont parfois bien de la chance, en fait. Le merveilleux espace public, ils l'ont quasiment tous les jours. Il suffit juste de leur amener des chaises. Et effectivement, on répond à un certain nombre de questions. Et finalement, donc, le changement de paradigme que je vous propose, il pourrait être le suivant. Donc, au lieu de projets finis, proposer des projets qui n'empêchent pas des usages d'aujourd'hui et ceux de demain, des projets flous et pas entièrement déterminés, des projets qui gardent la possibilité de réintervenir dans le temps pour ajuster en fonction des besoins des habitants. Est-ce que ça existe ? En partie, je citerai mes anciens collègues de la Samoa, par exemple, qui travaillent sur cette question de la réparation. Comment, en fait, quand on produit un projet urbain, et c'est assez complexe de dire je produis un projet et je garde en fait de la ressource, notamment financière, pour pouvoir réintervenir et réadapter, réajuster en fonction aussi de ce qui interagit avec le projet. Généralement, on ne fonctionne pas comme ça, mais il y a des outils qui le font. C'est aussi la fabrique de Bordeaux Métropole qui a travaillé sur cette question, notamment du projet en partant de la maintenance. Comment, en fait, aujourd'hui, on va venir troubler cette frontière entre conception et exploitation, comme par exemple un petit projet là à Bruges, dans le secteur de Petit-Bruges, où on part de l'exploitation des espaces publics et donc des équipes qui ont en charge l'entretien et la maintenance pour pouvoir en fait consolider le projet. Partir en fait de l'aval pour remonter vers l'amont. Tester en fait des méthodes différentes, tester des méthodes qui intègrent un certain nombre de contraintes différentes et surtout de temporalités différentes, c'est aussi la meilleure manière d'accueillir ce qui peut advenir sans qu'on sache vraiment. C'est utiliser moins de matière, c'est bien de faire l'IA et c'est bien de lire encore, on a eu un débat tout à l'heure, mais c'est aussi finalement avoir des projets qui redeviennent des amis. Le Corbusier a une expression assez jolie, pas toujours, Le Corbusier, c'est pas toujours joli, mais il a une affirmation assez jolie qu'il dit en fait, quand on lui confie un projet, qu'il veut être l'ami de la maison.
Je crois en fait que les aménageurs, à partir du moment où ils deviennent amis des projets urbains, font rentrer en fait un lien de proximité et parfois même de non-utilité, et je pense que la non-utilité est importante, qui permettent de développer ces projets. C'est aussi finalement en termes de pistes et d'ouverture, j'ai parlé de réparation, j'ai parlé de partir de la maintenance, on pourrait aussi dire que d'autres expériences sont à tenter, en partant notamment du narratif culturel par exemple, de construire le narratif culturel pour qu'ensuite le projet, j'allais dire, constructif se développe autour de ce narratif culturel. Pourquoi en fait inverser le process et ne pas dire j'ai un projet urbain et je vais plaquer la culture? D'abord parce que c'est compliqué de mettre la culture au service. C'est un espace en fait qui a besoin justement de beaucoup d'espace et d'expression, mais surtout le projet en fait ou le narratif se construit avec les habitants et c'est sans doute à partir du narratif qu'on arrivera à infléchir certains usages ou en tout cas à faire toucher du doigt le sens et accepter le dissensus sur les territoires. Le projet urbain n'est pas en fait un consensus, c'est un dissensus. On n'est pas tous d'accord sur le projet urbain. Et donc faire émerger en fait ce dissensus et l'accepter, c'est aussi faire émerger l'imprévu et finalement faire en sorte que ce projet laisse de la place à l'ensemble des parties prenantes. Je dis ça parce que des aménageurs testent cette manière de faire. Donc la fabrique de Bordeaux Métropole teste ça à Bassins avec la clause culture, mais j'ai vu aussi la SNCF travailler sur ces questions. Donc on voit en fait comment, à partir du moment où on renverse la manière de travailler et nos process habituels, on va pouvoir renforcer ces questions-là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que finalement, développer des systèmes qui s'améliorent lorsqu'ils sont soumis à l'imprévu, c'est un petit peu en fait notre horizon. Et donc passer de la robustesse à cette forme d'antifragilité qui a émergé des travaux de Nicolas Taïeb sur justement ces conceptions d'antifragilité. Alors c'est plutôt issu du monde économique, mais on peut l'adapter bien évidemment aux espaces et à la ville. C'est vraiment en fait trouver des dispositifs et ne prendre des dispositifs que s'ils s'améliorent face à l'imprévu. Parce que ça veut dire aussi économiser la matière, et donc c'est plus de services et moins de matière. Et puis je vais terminer quand même, puisque vous allez prendre vos tramways, vos trains et vos métros, faire aussi des projets qui font enfin que l'on puisse toujours fêter ses 18 ans avec ses amis quelque part et faire lieu en fait. Donc ça me paraît aussi important en fait, ça n'est pas la débauche de matière forcément, mais c'est faire lieu, c'est pouvoir fêter ses 18 ans quelque part, et ça c'est plutôt, optimiste en fait comme note. Voilà, je vous remercie. Je peux répondre à des questions s'il y a des questions, mais sinon il y a des trains, je sais, moi je suis improvisé. Pourquoi pas s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Oh là là, je vois plein de mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent éventuellement? Sinon on peut en trouver là. Merci beaucoup. J'ai une question en fait vis-à-vis du passé, etc. Est-ce que vous entendez donc qu'il y a des projets irrécupérables qui ont été faits selon des règles et des compréhensions, des appréciations du monde qui sont inadaptées, qui ne laissent pas la place à d'autres projets? Et du coup, ils sont là quand même. Donc, comment on fait avec eux? Est-ce qu'ils sont irrécupérables, irrémédiables, ou est-ce qu'eux aussi peuvent être transformés en des projets qui accueillent l'imprévisible? Je vous remercie pour la question. Là, en fait, vous avez raison, il y a plusieurs. Alors, je ne vois pas bien, mais c'est les sunlights là, qui sont un peu forts.
Vous avez raison de classer en fait un certain nombre de projets. Il y a des projets qui sont très engagés et où on sait bien en fait que c'est très compliqué de les faire atterrir. D'ailleurs, on voit des projets arrêtés depuis quelques années. Donc, les faire rentrer dans finalement j'ai une crise climatique, économique, voire sociale, avec un refus très clairement d'habitants par exemple sur nos projets, c'est difficile de transformer ces modèles, c'est très clair. Par contre, travailler sur des projets pour changer et bifurquer, oui c'est possible en fait. C'est possible, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire travailler un cadre réglementaire qui aujourd'hui est franchement pas adapté. Ça veut dire aussi avoir des élus qui prennent des risques, c'est compliqué. Je vous dis par exemple, quand on applique la clause culture avec un maire où on explique qu'on n'a pas le projet urbain, qu'il va émerger, qu'on n'a pas le projet urbain, c'est-à-dire pas la programmation, qu'on n'a pas de définition qui peuvent rassurer les financeurs, mais on va faire émerger en fait les questions à partir d'une programmation culturelle tournée vers le dérèglement climatique pour en fait faire en sorte que les habitants rentrent dans les sujets sans qu'on les abreuve de cartes, de tableaux, de rapports du GIEC qui sont très bien faits mais qui sont pas toujours accessibles. Ça demande en fait de changer quand même fondamentalement les process. Donc oui, il y a des projets qui sont un peu plantés, mais ils sont plantés par eux-mêmes d'ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas en fait leur débouché économique. Et puis d'autres projets qui sont un petit peu plus compliqués. Moi je parlais d'urbanisme transitoire par exemple, j'ai en tête des projets qui permettent de faire émerger finalement un consensus social, économique et souvent solidaire. Comment on fait pour intégrer ces projets dans des paquebots de projets urbains qui n'ont pas été définis comme tels et qui pourtant, ces projets d'urbanisme transitoire, finalement répondent à des besoins ou en tout cas à des attentes des territoires. Si on n'est pas capable d'absorber ce type de projet, l'urbanisme transitoire n'est qu'un leurre en fait. Donc, où on amuse la galerie le temps qu'on termine toutes nos procédures as usual. Donc vous voyez, c'est difficile de répondre de manière très concrète à votre question. Il y a sans doute des projets qui sont un petit peu perdus. Il y a une grande part de projets qui de toute façon vont être réévalués. Et puis ensuite, on a une demande citoyenne. Les gens lisent les journaux, sont très informés. Donc quand on fait de la concertation sur les territoires, on a des retours assez directs et horizontaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en tout cas en partie. Tu ne vois pas, Jérôme, du coup? Je te vois, ça y est. C'est Franck Boutet. Merci pour ta présentation, c'était très, très bien. En fait, c'est pas vraiment une question, je suis désolé. En fait, c'est juste une réflexion, parce que tu as dit moins de matière. Et moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans une approche d'hyper-optimisation. Donc le moins de matière, qui a aussi d'ailleurs un intérêt économique, il est justifié aujourd'hui par une approche carbone. Et donc, tout excédent de matière est de l'ordre du gaspillage. Sauf qu'en fait, on peut voir qu'il y a énormément de territoires, de bâtiments, de structures, etc., qui permettent de vivre des temps longs grâce à un excédent de matière. Et avant, en fait, on n'économisait pas la matière, c'est-à-dire qu'on construisait de façon, le terme qu'on utilise en structure, c'est hyperstatique. Si tu construis une structure juste ce qu'il faut, elle est isostatique. Bon, personne construit isostatique, heureusement, mais tu la construis en fait hyperstatique, juste d'un petit degré, parce que sinon après ça coûte cher. Et le petit degré, c'est celui qui est encadré par les réglementations, etc., les eurocodes pour le béton. Et donc, en fait, le problème, c'est que si tu construis juste, et on peut approcher la même idée de façon un peu plus philosophique, juste ce qu'il faut, en fait, tu n'as quasi aucune capacité de tenir la route sur le temps long, parce que, enfin, moi j'aime bien même prendre l'exemple, et je vais le prendre, de la chaise. Une chaise isostatique, c'est une chaise à 3 pieds. En fait, on fait des chaises de degré hyperstatiques de degré 1. On pourrait se dire, on pourrait faire des chaises hyperstatiques de degré 2, 3, 4, 5. Bon, après tu peux te dire, évidemment, à quoi bon? Aujourd'hui, gaspillage, carbone, ça ne marche pas. Sauf que, en fait, une chaise hyperstatique de degré 5, tu peux perdre un pied et rester chaise, 2 pieds et rester chaise, 3 pieds et rester chaise. Donc finalement, tu fabriques une résistance par une forme de robustesse intrinsèque sans passer, du coup, en mode dégradé.
Et moi, j'ai une petite crainte quand même sur la recherche de l'hyper-optimisation du juste effort par rapport aux justes besoins, en fait, qui peut-être ne nous donne aucune capacité d'anticiper l'avenir. Alors, je vais te répondre parce que c'est effectivement un point qui est important et que je peux clarifier. Quand je dis moins de matière et plus de services, là je vise très concrètement l'espace public. Et pourquoi je vise l'espace public? Quand on regarde en fait ce qu'on peut injecter en ressources sur l'espace public, ça ne répond pas fondamentalement à l'ensemble en fait des services dont on a besoin et dont on entend en fait les besoins quand on fait de la concertation. Moi j'entends en fait ta remarque sur les bâtiments. J'ai en tête des bâtiments universitaires où un jeune ingénieur nous avait proposé donc, de faire des microclimats et d'utiliser d'ailleurs des doubles planchers permettant de faire circuler cet air chaud pour le refroidir ou cet air froid pour le réchauffer en utilisant en fait des murs trombes. Et donc, oui, bien sûr, en fait, il y a une générosité dans un bâtiment des années 50 qui a permis finalement que dans les années 2010, on puisse se tendre la main et trouver des solutions pour baisser les consommations énergétiques, pour baisser aussi des formes d'usage, en tout cas des fonctionnements de bâtimentaires. Je parle de l'université de Bordeaux, en fait, hein, donc, où j'étais dans la maîtrise d'ouvrage. Donc là, bien sûr qu'en fait, il y a des objets qui nous tendent la main. La question de moins de matière et plus de services, c'est ce qu'on entend en fait très concrètement quand on fait de la concertation avec les habitants. Et donc ça nous renvoie à, non pas l'objet, mais qu'est-ce que j'amène en fait sur le service? Est-ce que je veux amener de l'ombre? J'ai besoin de ce service, est-ce que j'amène de l'ombre? Et on va se poser la question non pas de la matière, mais de qui va entretenir, qui va, etc., etc. Et donc ça va nous permettre en fait de poser les conditions du service. Après, si c'est une chaise ou un arbre, en tout cas un arbre c'est un peu plus compliqué, mais si c'est une chaise, on pourra toujours déterminer en fait la puissance de ses pieds. Effectivement, 3 pieds c'est plus solide que 4 d'ailleurs, donc mathématiquement ça marche mieux. Mais la question en fait qui est posée, c'est partons d'abord du besoin du service. Et ensuite, on identifiera effectivement la matière. Après, il peut y avoir plus de chaises que prévu. Ce n'est pas un sujet, pour moi, ce n'est pas moins de matière à cet endroit-là. Par contre, avoir en fait mon catéchisme d'architecte, de paysagiste, d'aménageur et d'urbaniste, la pelouse, le banc, le lampadaire, la poubelle et les pavés ou le granit juste à côté, parce que c'est la place, me pose question en termes de service. Donc c'est plutôt, en fait, en ce sens que je dis moins de matière et plus de service, du service direct à la population. Parce qu'on pose la question d'abord en termes d'objet, parce que derrière cet objet, il y a un coût, il y a un prix, et on évite en fait de poser la question du service. Qu'est-ce qui est fondamentalement utile? Est-ce que demain, c'est l'ombre ou l'eau, comme j'ai entendu cet après-midi, sur la manière de gérer aussi les questions d'eau. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Enfin, en tout cas, c'est un dialogue que un échange, en tout cas, que j'aurai avec plaisir avec toi, Franck. Oui. Oui, c'est ça. Tu étais plus jeune. Moi aussi, j'étais plus jeune. Oui, c'est toi, oui, c'est toi. C'est un échange très personnel, hein, on va peut-être conclure là. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup et je vais être court pour conclure. Simplement, je voudrais remercier Jérôme Gauss d'abord pour avoir conclu cette journée intense. Je crois qu'on a entendu plein de belles choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont répondues tout au long de la journée, comme vous l'avez entendu, Jérôme Gauss, mais comme on l'a entendu, nous aussi, c'est vrai que vous proposez des nouveaux récits, des nouvelles mises en récit, peut-être de la ville de demain. C'est quelque chose qu'on a entendu. On a entendu beaucoup parler de scénarios, de prospectives, de narratifs, etc. Je pense que on est véritablement dans une période
d'écriture, d'imagination de la ville de demain, qui va passer effectivement par des formes peut-être un petit peu nouvelles d'invention et de dessin de la ville, et des formes peut-être un peu plus aléatoires, ou en tout cas révisables, corrigeables, etc. Donc j'ai entendu une vraie constante dans la journée sur cette question, et ça m'a frappé. Donc c'est pour ça que j'en parle, et c'est un point fort évidemment de votre intervention. Donc merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes les équipes, évidemment, qui ont participé à l'organisation de ces entretiens, évidemment la rédaction de Cadres de Ville, évidemment tous ceux qui ont participé à l'élaboration du programme, nos partenaires, le comité scientifique, évidemment toutes les équipes de Bâti Actu également qui nous ont accompagnés et qui ont été présentes tout au long de la journée, puis avec lesquelles on travaille aujourd'hui, avec lesquelles on collabore. Voilà, je voudrais simplement remercier tout le monde et remercier tous ceux qui sont venus assister, participer, intervenir lors de ces entretiens. Voilà, merci à tous et très bonne fin de journée. À l'année prochaine. L'année prochaine, je voudrais juste signaler qu'effectivement, on va sortir un petit peu de nos habitudes. Vous savez qu'on avait cette habitude de se retrouver à la mi-octobre. Ce sera un petit peu plus tard, l'année prochaine, ce sera le 24 novembre 2026, donc, et toujours ici à la Maison de la Chimie à Paris. Je vous souhaite donc une très bonne année, je vous dis à l'année prochaine. Merci.